Ok, bonjour à tous. On va commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Casanova. Je suis enseignante-chercheur à l'Université de Montpellier. Et on m'a donné l'opportunité ici de venir vous présenter un travail de recherche sur la transmission reprise d'entreprise. Donc, je vais vous présenter un cas de transmission qu'on a pu suivre avec un collègue sur 4 années, à partir du moment où les dirigeants cédants ont eu l'intention de céder jusqu'à la cession effective et même post-reprise, puisqu'on a continué à suivre les repreneurs qui sont au sein de l'entreprise actuellement, toute la période d'accompagnement, etc. Ce qui nous a intéressé en fait dans cette transmission en particulier, c'est le fait qu'elle était gérée par 2 dirigeants associés, donc une équipe dirigeante qui a vécu des hauts et des bas dans sa vie entrepreneuriale et qui a aussi vécu certains bas au moment de la transmission de l'entreprise, puisque au moment de céder, ils étaient dans un contexte de conflit ouvert, avec une impossibilité à s'entendre, avec des profils mais aussi différents. Je vais vous expliquer ça par ailleurs. Donc on a souhaité s'intéresser à ça. Alors, je ne vais pas faire mon universitaire très longtemps, je vous propose 2 diapos seulement sur la représentation du transfert d'entreprise, simplement pour identifier le fait qu'il s'agit déjà d'un processus, qu'il y a beaucoup d'acteurs en présence dans ce processus. Une première partie, un premier cycle où on peut voir en fait la vie entrepreneuriale d'un dirigeant classique du début de la création jusqu'à son intention de sortie. Et puis, le deuxième cycle qui est le cycle pour nous du transfert, durant lequel il y a tout l'aspect de socialisation des cédants avec les repreneurs, avec les accompagnants, et pour lequel il se pose pas mal de questions, notamment l'adéquation entre le cédant et le repreneur, la phase de négociation, les accords avec les compromis et la cession effective, et puis qui se finit par l'intégration de la nouvelle équipe dirigeante, période durant laquelle aussi il y a encore cette période, ce laps de temps où cédant et repreneur, pendant une période qui est définie dans la période de tutorat ou au contrat, durant laquelle les cédants vont accompagner la reprise et intégrer le repreneur. Et donc, dans le contexte particulier qui nous a intéressés, on s'est posé la question de l'adéquation justement entre cédants et repreneurs dans un contexte où on est face à plusieurs cédants qui ont des profils différents, qui ont des motivations de sortie différentes. Mais déjà que cette adéquation n'est pas forcément évidente quand on est en one-to-one, quand on est simplement face à un cédant et un repreneur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est avec plusieurs cédants qui n'ont pas les mêmes intentions, qui n'ont pas les mêmes stratégies de sortie, et comment cette adéquation peut se passer. Aussi, quels accompagnants, pour quelle étape du projet et pour quels objectifs. Quand on parle de transmission reprise d'entreprise, en tout cas nous dans les recherches qu'on a pu effectuer, souvent cette transmission reprise d'entreprise, elle est accompagnée par des experts de l'accompagnement, des experts techniques, notamment experts comptables, notaires pour les aspects patrimoniaux, et on voit qu'il y a d'autres possibilités d'accompagnement, notamment sur les aspects humains, c'est ce qui nous a intéressés dans ces études. Et aussi, en termes de négociation, ce qui nous a questionné, c'est comment on peut gérer les différences de représentation du bien, vendu d'une part, acheté de l'autre, quand on est en présence de plusieurs cédants, et plusieurs cédants qui n'ont pas justement la même représentation du bien également. Donc ça crée quand même, ça commence à complexifier un petit peu l'affaire. La sortie entrepreneuriale telle que nous on l'imagine, et notamment les facteurs de décision de sortie entrepreneuriale, elles peuvent être liées à plusieurs facteurs. Ils ne sont pas exhaustifs ici, mais ils peuvent être liés au dirigeant propriétaire, à son âge. Il y a eu des études qui ont montré que ça pouvait être un facteur de décision de sortie. À la taille de l'entreprise, c'est pas noté ici, mais évidemment, on a constaté qu'il y avait une corrélation entre la taille de l'entreprise et la décision de sortie entrepreneuriale, ou en tout cas la stratégie de sortie entrepreneuriale. Elle peut être liée à l'organisation, elle peut être liée au contexte
pour notre étude en particulier, elle était fortement liée au contexte économique dans lequel la transmission s'est faite. Et de la même façon, les stratégies de sortie entrepreneuriale, encore une fois, mea culpa, c'est assez réducteur, mais c'est simplement parce que cette typologie permettait de dresser quand même un panorama qui me semblait assez représentatif. La volonté de sortie, elle peut être dirigée par le souhait d'une récolte financière, c'est-à-dire le souhait de sortir pour pouvoir récupérer les fruits de son travail et durant toute la vie entrepreneuriale ou durant toute la vie de l'activité entrepreneuriale. On peut aussi souhaiter sortir, mais souhaiter conserver une forme d'intendance dans la gestion de l'entreprise future, ou en tout cas souhaiter une pérennité dans le projet qui a été initié et souhaiter que les repreneurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, continuent à perpétuer ou en tout cas à faire vivre le projet, même si il peut éventuellement changer, ou la cession volontaire, c'est-à-dire le souhait de sortir, mais sans avoir l'intention qu'il y ait une suite particulière. Et pourquoi je vous présente ça? Parce que, évidemment, ces différentes stratégies de sortie peuvent avoir une influence sur le choix du repreneur. Si on souhaite une récolte financière, on va se rapprocher de repreneurs qui ont les capacités financières pour pouvoir récupérer et évidemment pouvoir racheter notre bien. Donc, évidemment, ça a une influence. On passe sur ces éléments. Je vous explique un petit peu la méthodologie et ce qu'on a fait pour étudier ce cas de transmission d'entreprise. Sur 4 ans, on a suivi du coup l'ensemble des acteurs qui ont bien voulu participer à l'étude, bien sûr, et à partir de l'intention de céder, c'est-à-dire la prise de décision ou les premiers questionnements des dirigeants, jusqu'à la cession effective et post-transfert. Et donc, on a eu la chance de pouvoir récolter un certain nombre de données, d'avoir accès aux offres qui ont été émises à la fois par le repreneur personne physique, puis par la suite par les repreneurs personnes morales, puisqu'il y a eu deux phases de négociation, une première qui n'a pas abouti et une deuxième qui a effectivement abouti. Et la réalisation d'entretiens avec les dirigeants, d'entretien avec le notaire qui était en charge des dossiers des 2 dirigeants cédants, avec les conseillers à l'accompagnement à la transmission, avec le repreneur personne physique qui, lui, n'a pas conclu l'affaire, mais qui a bien voulu nous donner son témoignage sur la façon dont s'étaient passées les négociations, et avec le repreneur personne morale qui a effectivement racheté les parts sociales de l'entreprise, et enfin avec le directeur adjoint actuel de la société, qui n'est pas celui qui a repris, mais qui est celui qui a été placé à la direction de l'entreprise qui a été effectivement reprise. Et l'ensemble de ces points de vue nous permet d'avoir une ébauche, en tout cas, ou d'émettre des hypothèses sur les facteurs de succès de cette transmission. Donc je tiens quand même à préciser qu'il s'agit d'un cas. Donc c'est pas généralisable, c'est simplement une étude exploratoire qui nous permet d'émettre des hypothèses et sur lesquelles on aimerait bien continuer à travailler, et puis avoir vos retours permettra aussi peut-être d'avoir des pistes de réflexion pour mener une étude de plus grande ampleur, de manière à voir comment on peut accompagner ces équipes dirigeantes qui souhaitent céder, et notamment quand on est dans des contextes où on n'est pas forcément d'accord sur les tenants et les aboutissants de la cession. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter l'histoire de cette entreprise, ce qui s'est passé, et puis ensuite, quels ont été les facteurs clés de succès qu'on a identifiés, malgré les points d'alerte qui étaient présents et qui auraient pu faire penser que cette transmission allait être soit douloureuse, soit n'allait pas aboutir. Donc en 2006, tous les noms ont été modifiés. Charles et Cédric, deux anciens collaborateurs dans une entreprise du secteur agroalimentaire. Ils ont travaillé pendant 10 ans ensemble dans cette entreprise. Ils décident de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors ils sont un peu poussés aussi parce qu'en fait, ils travaillent dans une société qui est en passe d'être rachetée. Ils ont des postes à responsabilité. Ils ont le sentiment qu'ils vont certainement être mis au placard. Donc c'est le moment pour eux de passer à l'action et de se lancer dans leur propre aventure. Ils décident du coup en 2017 de reprendre une société dans ce même secteur. Alors,
je vous ai mis le terme de la reprise parce que c'est effectivement ce qui s'est passé, mais on peut plus parler de création parce qu'ils ont repris une coquille vide. C'était simplement juridique plus que véritablement la reprise d'une activité. Mais pour être fiable et puis transparent sur ce qui s'est réellement passé, une reprise. Alors les profils des deux dirigeants cédants. Charles a 47 ans, c'est l'ancien directeur adjoint de l'entreprise. Cédric, lui, à ce moment-là, a 38 ans. Il est ancien responsable de secteur. Il a plutôt un profil opérationnel. Dans l'ancienne boîte, il avait plutôt une compétence métier. Et donc, du coup, leurs deux profils matchent bien et sont plutôt complémentaires. Charles va s'occuper plutôt de la gestion de l'entreprise et de la dimension stratégique, du pilotage financier de l'entreprise qui est créée, alors que Cédric, lui, va s'occuper plutôt de la dimension commerciale, de la gestion des équipes, de la production, et c'est du coup une répartition des rôles qui fonctionne plutôt bien. Cette entreprise, en 13 ans, est devenue une belle PME au sein de sa région. Sur le plan financier, son chiffre d'affaires oscille entre 12 millions et 15 millions d'euros, et il se finance par autofinancement. Ça aussi, ça nous donne une indication sur la façon dont ils gèrent l'entreprise, la façon dont ils envisagent leur aventure entrepreneuriale et donc aussi la façon dont ils envisagent leur sortie. En 2018, donc un peu de temps est passé, et il y a une première réflexion autour de la cession. Un des dirigeants, notamment Charles, qui est le plus âgé des deux dirigeants, commence à se questionner sur la possibilité d'une autre vie, une vie qui ne serait pas dédiée entièrement à son activité professionnelle, mais plutôt sur sa retraite, tout simplement. Donc, il pousse un petit peu Cédric à cette réflexion aussi, et il va consulter son notaire, et il propose à Cédric de faire de même pour commencer à se poser des questions patrimoniales et commencer à déblayer un petit peu ces questionnements. À l'issue de ce rendez-vous, ils y voient un petit peu plus clair sur les aspects individuels et les aspects personnels patrimoniaux. Mais ils se disent, bon, on va céder, mais on cédera un peu plus tard. On n'est pas encore prêt, on a encore un peu de temps à faire. Sauf que deux choses ou deux éléments, deux facteurs vont accélérer un peu les choses. La première, c'est que, alors excusez-moi, c'est 12 ans, c'est pas 11 ans. 12 ans de vie commune, comme dans le couple. Voilà, la gestion de l'entreprise a petit à petit grignoté leurs relations interpersonnelles et ils sont en conflit. Ils ne peuvent plus se supporter, littéralement. Ils se croisent et se disent à peine bonjour. Et même nous, dans les recherches qu'on a faites, dans les entretiens qu'on a menés, on n'a jamais pu les interroger ensemble. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte quand même dans lequel on se trouve, un contexte de très très grosse tension, et ils doivent céder, ils ont l'intention de céder, et en 2020 les choses s'accélèrent parce que plusieurs contextes, la crise de la Covid-19 qui a vraiment percuté de plein fouet l'entreprise et qui a du coup une incidence sur le chiffre d'affaires qui a baissé sur cette seule année de 14%. Alors que l'entreprise avait toujours été en croissance depuis sa création. Et l'âge des dirigeants, Charles a 61 ans, ça y est, là pour le coup, sa projection dans sa vie d'après est bien plus importante. Alors que Cédric, lui pour le coup, 52 ans, il a encore envie de réaliser des choses dans sa vie professionnelle. Lui pour le coup, fondamentalement, il n'est pas tout à fait prêt. Il n'est pas tout à fait prêt à céder. Il est un peu poussé quand même par Charles, mais il se laisse emporter par le contexte et se dit que c'est peut-être le bon moment de se lancer et donc de transmettre parce que il faut se replacer dans le contexte du moment. Là, maintenant, on a un peu plus de visibilité, mais là, c'était une incertitude totale sur ce qu'allait être l'avenir. On ne savait pas si ça allait perdurer. Il y a tout un tas de nouvelles pratiques, notamment au travail, de télétravail, avec des gens qui n'allaient plus forcément manger dans les cantines. Et donc, ils ne savaient pas si l'activité allait structurellement se dégrader ou si c'était simplement sur le moment, sur 1 ou 2 années. Donc, c'était le moment de quitter le navire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont estimé être la bonne solution. Ils décident de sortir.
Et leurs motivations de sortie sont un petit peu différentes. Je vous ai expliqué en fonction de leur profil. Charles, lui, s'est déjà projeté sur sa vie d'après. Donc, en tout cas, en termes de souhait de récolte financière, il veut repartir avec les fruits de son travail, mais il est quand même prêt à la négociation parce que plus vite ça se fera, et mieux ça sera pour lui. Ça y est, il a des petits-enfants, il veut s'en occuper, il a déjà un pied dehors. D'ailleurs, tous ses collègues le disent, même vestimentairement parlant, il ne s'habille plus de la même façon, il arrive en jean très décontracté et il est passé à autre chose dans sa tête, ce qui n'est pas encore le cas de Cédric. Et donc, du coup, Cédric, il dit « Ok, je veux bien sortir, mais moi, je veux récupérer les fruits de mon travail et je veux la meilleure valorisation et le meilleur prix pour notre boîte. » Donc là, il commence à y avoir aussi des divergences sur les souhaits et les perspectives de vente qui vont créer des petites animosités au moment des négociations, mais je vais vous en dire plus. En 2021, alors je fais un gap entre 2020 et 2021, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé. Il décide de transférer les parts sociales à Rudy, qui est une personne morale, donc une entreprise qui décide de racheter. Je vous ai un peu induit en erreur avec ce prénom Rudy, mais donc ils vendent en 2021. Mais qu'est-ce qui se passe entre 2020 et 2021 ? En juillet 2020, Charles et Cédric se rapprochent à nouveau du notaire qu'ils avaient consulté en 2018 et ils souhaitent aller un peu plus vite sur les démarches. Le notaire a un contact d'un repreneur potentiel et propose de les mettre en relation. Rémi, les noms ont été changés, Rémi est un ancien cadre dans un grand groupe international. Il a toutes les compétences en gestion pour pouvoir reprendre. Il a déjà géré des équipes, il sait ce qu'est le pilotage financier d'une entreprise et également le pilotage stratégique. En tout cas, en termes de compétences en gestion, il a toutes les clés, mais par contre, il n'a pas la compétence métier, il ne connaît pas le secteur. Ce qui est un gros frein pour Cédric, qui lui est l'opérationnel de la boîte, et qui voit bien qu'en face, le repreneur potentiel comprend pas grand-chose au secteur et ça lui pose problème parce que lui, son métier, c'est sa vie et il peut pas considérer que quelqu'un va reprendre et qui ne connaît rien au métier. Et en plus, ce repreneur potentiel ressemble un peu trop à son associé qu'il ne peut plus supporter avec sa compétence gestion, etc. Donc, il met un veto sur cette reprise potentielle. Alors, il y a cet aspect humain que je mets en avant, mais ce n'est pas le seul. Évidemment, il est repreneur, personne physique. La valorisation de l'entreprise était importante. Le prix de vente des parts était également très important. Et même avec les possibilités de levier financier pour pouvoir financer du coup l'achat de l'entreprise, il arrivait à un plafond. Il n'était pas capable de proposer un prix qui corresponde aux attentes qu'ils avaient pour la vente de leur entreprise. Mais Charles était prêt à vendre malgré tout. Et on était sur, je vous donne un ordre d'idée, on était sur 2 millions d'euros en moins que l'estimation qui avait été faite par le cabinet d'expertise comptable. Ce qui est à nuancer aussi un petit peu, puisque cette estimation avait été faite en 2018, avant la crise Covid. Mais bon, malgré tout, Cédric, lui, il était resté là-dessus. Crise Covid ou pas crise Covid, ma boîte, elle vaut ça, et je vais en récupérer un. Valorisation trop faible. Cédric dit non, veto, j'aime pas son profil, ce qu'il nous propose, ça va pas, donc ils mettent fin aux négociations. Février 2021, ils entrent dans une autre démarche et ils mettent en concurrence plusieurs cabinets d'expertise comptable qui ont des équipes spécialisées dans la transmission reprise d'entreprise. Là, les choses s'accélèrent un petit peu. Il y a un processus de recrutement de repreneurs potentiels. Et avec la mise en réseau, les propositions, ils reçoivent 5 offres définitives, cette fois-ci d'entreprises du secteur, avec une PME, 3 grands groupes et une ETI qui sont intéressés pour racheter les parts sociales de l'entreprise, avec comme volonté de s'étendre sur une partie du territoire, puisque c'était une entreprise régionale qui était leader dans sa région. Donc ils y voient une belle opportunité d'extension de leur marché.
le rachat de cette boîte. Le choix se porte sur la société Rudy, l'ETI, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, ils ont la meilleure proposition, mais ce n'est pas le facteur qui a été déclenchant. Ils ont un profil qui correspond au profil de l'entreprise vendue. Même si la taille est vraiment différente, mais cette entreprise de taille intermédiaire, elle est gérée par un frère et une sœur. Cet aspect familial entre vraiment en ligne de compte et tout de suite dans les négociations, il y a un espèce de feeling ou une bonne relation qui se crée parce qu'ils se comprennent dans la façon d'envisager l'entreprise, dans la façon de gérer les salariés, dans le management, etc. Donc il y a quelque chose qui passe. Et en plus, évidemment, ils sont en capacité de racheter l'entreprise. Ils n'ont pas besoin de faire de crédit pour pouvoir la racheter. Donc, il y a tout un tas d'alignements de planètes qui font que, effectivement, ça se passe bien. Et donc, ils cèdent les parts à Rudy, personne morale. Donc, voilà le processus et l'historique de l'entreprise. Et pourquoi, qu'est-ce qui nous a intéressé dans tout ça ? Parce que bon là, ça peut être un processus de transmission classique. Mais il y avait des facteurs de risque dans cette transmission ou dans cette cession qui étaient quand même assez forts. Le premier facteur, c'est évidemment la crise, le contexte dans lequel ils étaient, avec une baisse importante du chiffre d'affaires l'année qui précédait les négociations, avec pas de visibilité sur l'avenir, donc impossibilité de savoir si le chiffre d'affaires allait pouvoir croître de nouveau ou s'ils allaient rester dans cette perspective un peu descendante, donc cette difficulté pour les négociations. Mais finalement, ce n'était pas la plus grosse difficulté parce que d'autres entreprises ont été confrontées à ce cas de figure et ont cédé pendant cette période. La plus grosse difficulté résidait quand même dans les dirigeants cédants, dans leur profil, dans leur motivation et surtout dans leurs différences et leurs tensions. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas le même âge, une dizaine d'années d'écart, ce qui a joué quand même sur leur intention de céder, sur leur projection dans l'après, puisque Charles, lui, s'était déjà projeté, mais Cédric, pas du tout. Cédric, d'ailleurs, a eu beaucoup de mal à faire le deuil de son entreprise. Cédric est toujours dans l'entreprise. L'entreprise a été vendue en octobre 2021 et il est toujours actuellement dans l'entreprise. Il devrait partir d'ici 6-8 mois, mais ce n'est pas encore sûr. Il est en tant que salarié. Il subit encore la même pression et le même stress et les mêmes angoisses que quand il était propriétaire des parts sociales. Donc, pour vous donner une idée de sa difficulté à faire le deuil de sa construction, de la construction de son entreprise et de ce qu'il a transmis. Il a même, là encore, ça se passe mieux, mais les premiers mois, durant la période d'accompagnement, il savonnait même un petit peu la planche des repreneurs et il était il avait plutôt des propos qui étaient négatifs à l'égard de ceux qui avaient repris. Donc, même dans une forme d'hostilité, en fait, envers ceux qui avaient racheté l'entreprise. Un CDD, ils l'ont renouvelé. Oui, ils avaient la possibilité. Mais on va y revenir parce que c'est aussi un des facteurs clés de succès, c'est la façon dont les repreneurs ont réussi à bien cerner les profils des cédants et à faire des propositions qui correspondaient à la fois à ce qu'ils étaient et à leurs attentes. Ils l'ont beaucoup ménagé et c'est devenu une force, mais c'était pas gagné. Dans les stratégies de sortie, Charles, sa volonté, c'était la récolte financière, mais plutôt la pérennité quand même du projet. Il avait comme souhait que son projet entrepreneurial perdure, que son entreprise continue à exister, que ses salariés puissent continuer à travailler, certains salariés qui étaient devenus des amis. Donc cette dimension était très importante pour lui et c'est pour ça qu'il était prêt aussi à vendre aux premiers repreneurs personnes physiques malgré le prix de vente qui était très largement inférieur aux estimations qu'il avait eues. Et Cédric, en tout cas dans ses dires, pour lui la récolte financière est le plus important et il voulait partir avec la somme maximale, c'était ce qu'il s'était dit. Ce qui a joué aussi, c'est
les responsabilités qu'ils avaient dans l'organisation tout au long de leur vie d'entreprise, qui a été une force pendant la direction de l'entreprise, c'est-à-dire qu'un profil plutôt technique opérationnel, un profil gestionnaire, dans la session, ça a posé problème parce que Charles, qui avait le profil gestionnaire, se sentait un peu plus légitime pour prendre les décisions qui auraient été relatives aux aspects financiers, aux aspects stratégiques. Il le faisait bien sentir à Cédric. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe, je vais t'expliquer un petit peu. Donc ça a accru le niveau de conflit et le niveau de tension à ce moment-là et au moment des négociations. 45% chacun et 10% un actionnaire minoritaire. Qu'est-ce qui finalement a fait que ça a fonctionné? En tout cas, ce sont les résultats qu'on a mis en lumière sur ce cas précis. Assez étonnamment, leur stratégie de sortie entrepreneuriale, c'est-à-dire leur intention de céder ou la façon dont ils voulaient céder l'entreprise, ils y avaient pensé au moment de la création de leur entreprise. En fait, quand ils se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale, ils se sont lancés parce que l'entreprise dans laquelle ils travaillaient avait été rachetée et ils avaient vu un modèle de cession qui leur plaisait et ils se sont dit on va faire pareil. Mais ça a été une forme de contrat moral entre eux qui leur a permis de garder le cap au moment de la cession effective de l'entreprise, malgré le conflit dans lequel ils étaient empêtrés. Il s'était dit, je vous donne la parole, il s'était dit dès le début qu'ils allaient sortir de cette manière et ils sont restés fidèles à ce qu'ils s'étaient dit malgré les tensions et malgré le conflit. Oui. Non, non, non. Non, effectivement, ils n'avaient pas prévu une clause de sortie conjointe dans un pacte d'associés. Donc là, pour le coup, c'était uniquement un contrat moral. Mais c'est intéressant de le noter. Ça peut être quelque chose sur lequel on peut réfléchir au moment de la création. C'est un peu particulier de réfléchir à la sortie quand on est en train de créer. Mais finalement, dans le mariage, c'est le cas aussi. Quand on fait des contrats de séparation de biens ou quand on est sur le régime de la communauté, on est en train de réfléchir à une possibilité de sortie. Donc, c'est pas si incongru que ça que de réfléchir à une possibilité de sortie quand on est en train de créer. Mais là, ça n'avait pas été matérialisé. Seulement, on l'a mis en évidence parce que c'était quand même un élément fort et chacun des deux dirigeants cédants l'ont noté et nous l'ont dit en entretien. On s'était dit qu'on ferait ça, donc on fait ça. Excusez-moi, quand on a le repreneur en face de nous, parfois on ne peut pas du tout savoir si ça a été pensé au départ ou pas. Donc comment revenir sur cette question a posteriori, c'est compliqué. Oui, effectivement, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé ou la décision qui a été prise entre les dirigeants cédants. Mais je vais y revenir parce que vous allez voir que dans les négociations, en fonction des personnes qui sont en face, il y a aussi eu des réactions qui étaient différentes. C'est le deuxième point, justement. On a constaté que dans les négociations, quand ils étaient face aux repreneurs personnes physiques uniquement, donc face à une personne, leur divergence apparaissait au moment des négociations. Ils n'étaient pas capables de se tenir, ils n'étaient pas capables de s'accorder. Et donc, c'est ce que nous a retranscrit le repreneur qui n'a pas conclu l'affaire. Il nous a dit, j'étais en face de deux dirigeants, j'avais l'impression qu'ils me disaient des choses qui étaient opposées. Ils n'avaient pas les mêmes attentes, je ne savais pas comment me positionner. Et donc, c'était très compliqué pour lui de se projeter aussi, parce que les deux dirigeants cédants pensent qu'ils n'ont pas conclu l'affaire parce que c'est leur choix. Nous, les informations, les données qu'on a récoltées, c'est qu'il n'était pas non plus hyper rassuré de l'autre côté, le repreneur potentiel. Et il s'est dit, ouais, là, je mets les pieds dans quelque chose, tout n'est pas clair. Mais par contre, quand ils se sont retrouvés dans les tables de négociation avec les différentes sociétés qui ont fait des offres, ces différentes sociétés arrivent à plusieurs. Ils ne sont pas seuls dans cette table de négociation. Ils sont 3-4, le directeur financier, le directeur général.
Et le fait d'être face à toutes ces équipes les a poussés à faire bloc. Et donc, du coup, à s'entendre pour essayer de peser davantage dans les négociations. Donc, il y a une espèce de rapport de force qui s'est instauré de manière inconsciente. Mince, là, ils sont plus nombreux. On n'a pas vraiment le choix que de s'accorder pour essayer d'obtenir le meilleur. Ce n'est pas le seul élément, mais c'en a été un. Et ça leur a permis finalement une meilleure valorisation que ce qu'ils espéraient, puisqu'ils ont obtenu le prix des parts sociales était au-delà de l'estimation qui avait été faite en 2018. Troisième facteur clé de succès qu'on a identifié, c'est la période d'accompagnement qui a été vraiment adaptée, et ça c'est une forme d'intelligence des repreneurs qui a été vraiment adaptée au profil des deux dirigeants cédants. Je pense qu'ils ont très clairement vu quelles étaient les problématiques qui se posaient, et ils ont proposé une période d'accompagnement vraiment succincte à Charles, uniquement sur les aspects gestion, et une période d'accompagnement beaucoup plus longue pour Cédric, et pour le coup, sur les aspects gestion, sur les aspects opérationnels, mais non seulement ça, mais ils l'ont placé en tant que directeur général de la structure pendant 1 an, en lui disant, pendant 1 an, tu continues à gérer. Et en même temps, c'était la possibilité pour Cédric d'être dans la position qu'il avait toujours souhaité avoir, c'est-à-dire d'être le seul dirigeant de l'entreprise, de ne plus avoir Charles qui est en train de lui dire sans arrêt qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Là, il avait enfin la possibilité d'exprimer son potentiel ou son envie, et sans avoir non plus le risque, c'est-à-dire d'être le propriétaire des parts de la société. Et en même temps, ça limite les interactions entre les deux dirigeants cédants au moment de la période d'accompagnement, ce qui était aussi une bonne chose. Et Charles, ça ne lui pose pas de problème là, ça y est, il est passé à autre chose, il a récupéré ce qu'il estimait être son dû, et il se désengage volontiers puisqu'il avait déjà commencé à se désengager avant. Et enfin, alors je ne l'ai pas véritablement évoqué pendant l'histoire que je vous ai raconté de cette entreprise, mais il y a aussi un multi-accompagnement à chaque étape du projet. Et on a les experts techniques, effectivement, qui accompagnent, mais ce qui a été quelque chose, l'accompagnement qui a été, je dirais, fédérateur sur tout le process, c'est une consultante, alors j'ai dit coach, j'aime pas trop le terme, mais c'est une consultante à la transmission reprise d'entreprise qui était à son compte à l'époque et qui a, avant le transfert, énormément discuté avec les cédants sur la projection, sur leur vie d'après, sur ce qu'ils allaient pouvoir faire, sur comment ils allaient pouvoir le faire, qui a été la traductrice des échanges entre eux. Alors, elle n'a pas été très bien acceptée par Cédric parce que c'était Charles qui avait proposé la consultante. Donc, elle a dû déployer beaucoup d'énergie pour convaincre Cédric qu'elle était légitime dans son accompagnement. Elle l'a fait vraiment avec finesse et elle a vraiment réussi à comprendre quels étaient leurs différents profils et à tenter de réussir à un compromis dans la négociation. Elle a notamment beaucoup travaillé en amont des négociations avec les entreprises qui avaient fait les offres pour qu'ils proposent un discours commun lors des négociations et qu'ils arrivent à accorder leur violon au moins sur des points importants de cette négociation. Et évidemment, ensuite, les notaires, experts comptables, etc., ils le font, hein, même malgré l'accompagnement technique qu'ils proposent, ils ont cette vision aussi plus psychologique, plus humaine de l'accompagnement. Mais je dirais que c'est en second plan par rapport à la consultante privée qui était uniquement sur cet aspect-là, qui n'a travaillé que sur cet aspect-là, elle. Et voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je pourrais encore vous en dire plus, mais peut-être que je vais vous laisser poser des questions si vous en avez pour qu'on puisse approfondir. Oui. Oui, alors c'est pas vraiment une question, mais à la limite c'est un axe de réflexion où en fait ce que vous mettez en avant, c'est que dans la transmission, surtout dans les grosses entreprises comme ça, le prisme de l'humain, au final, est très compliqué à gérer parce que ça fait ressortir un petit peu
tous les problèmes qu'il peut y avoir déjà entre les associés, surtout si en face on a une personne physique qui renvoie, elle, avec sa propre personnalité, sa propre vision, aux dissensions des deux autres, ça les renvoie un peu à leur propre. Mais c'est surtout que du coup, on voit le rôle des conseils qui prennent en fait, comment expliquer, là, dans ce cas-là, peut-être ce qui aurait pu débloquer la situation, c'est que des conseils représentent les intérêts des uns et des autres pour écarter justement de la table de négociation les protagonistes qui, eux, ne réfléchissent qu'avec leurs émotions. Et là, on a des conseils qui ont des directives de leurs clients, qui négocient et qui retournent voir leurs clients en leur disant « j'ai pu obtenir ça, est-ce que ça te va ?» Et non pas lui directement à la table. Et c'est tout l'intérêt de représenter son client quand on est avocat, par exemple, et d'enlever l'humain dans les négociations. Voilà, c'est juste, ça me faisait penser à ça. Alors moi j'ai eu alors pas aussi gros que cette entreprise-là, mais j'ai eu un peu ce cas de figure-là où en fait c'était un père avec son fils, donc lui était sur la partie management, gestion, et le fils était plus sur l'opérationnel, et je me suis retrouvée, donc ils ont épuisé 3 ou 4 repreneurs. Parce qu'en fait, toujours au moment de la signature du compromis, le fils voulait plus vendre, ou il voulait se mettre salarié, ou il voulait vendre, mais il voulait pas vraiment tout. Enfin voilà, j'ai eu des freins pas possibles à lever à ce niveau-là. Et puis le père aussi qui voulait pas décevoir le fils. Enfin, il y a eu des grosses problématiques par là. Bon, avec le temps, je pense qu'ils avaient besoin de passer par là, en fait, d'avoir ces conflits-là familiaux pour vendre au final. Mais ce qui a été l'élément en fait déclencheur, c'est que on a détecté en fait sur la masse salariale au sein des salariés, en fait un salarié compétent dans l'opérationnel qui avait ce pouvoir d'être un peu responsable d'équipe. Et c'est cette personne-là qu'on a réussi à mettre en avant, qu'on a détecté, et qui a fait un peu la passation en fait avec le fils et qui a rassuré le repreneur. Et c'est quelque chose sur lequel moi je travaille beaucoup en transmission parce que je travaille je suis à la Chambre des métiers, je travaille sur le milieu de la transmission. Moi je m'intéresse beaucoup à la masse salariale et quand vous me dites 2 millions, enfin je ne sais pas combien ça s'est vendu, il devait y avoir une sacrée masse salariale que je pense quand même derrière. Et il n'y avait pas des salariés derrière qui étaient prêts à justement à endosser un peu ce rôle-là pour aider les repreneurs qui auraient permis de squeezer un peu plus vite Cédric. Si. Merci beaucoup, ça me permet du coup d'approfondir. Oui, en fait, la dernière personne interrogée, Tom, qui est directeur général adjoint, qui va passer directeur général au moment de la sortie de Cédric. Alors, je vous ai omis un élément de contexte important. Dans l'entreprise travaille le fils de Charles et son gendre. Mais travaille le fils de Charles et son gendre. Les deux travaillent encore dans l'entreprise. Et le gendre est le directeur général adjoint actuel. C'est pour vous dire aussi la pirouette dont a été capable l'entreprise qui reprend, ce qui est quand même pas coutumier. Généralement, on ne conserve pas un ADN aussi fort dans l'entreprise qui est transmise. Mais par contre, le directeur général adjoint, Tom, actuellement, est quelqu'un qui avait travaillé auparavant, qui a fait toute sa carrière dans des grands groupes et qui naviguait très bien dans ces grands groupes, qui comprend parfaitement le fonctionnement d'une grosse structure comme celle-ci et qui a très très vite été le traducteur des échanges entre les attentes de l'entreprise qui reprend et la PME. Lui, il avait souhaité changer et travailler dans la PME. Il a fait comprendre aux repreneurs potentiels que c'était peut-être bien de garder la structure telle qu'elle était, avec le même nom, qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, qui serait dépendant et qu'évidemment, ils s'adapteraient aux outils, à la stratégie générale, mais qu'ils pouvaient encore faire des choses avec cette entité telle qu'elle était. Elle a toujours le même nom. Elle n'est pas étiquetée Rudy, ça ne s'appelle pas Rudy, mais elle n'est pas étiquetée Rudy. Il a vraiment fait un énorme travail sur cet aspect-là. Et aussi auprès des dirigeants cédants. Et donc là, il est en co-direction avec Cédric. C'est un peu compliqué, mais il arrive à gérer.
Il arrive à gérer. Et le fils est toujours dans l'entreprise également. Pas un poste à responsabilité, c'était pas son intention que de reprendre. Il n'avait pas les épaules pour reprendre non plus. Les choses étaient assez claires entre le père et le fils. Il a eu l'opportunité pendant toute la vie de l'entreprise de pouvoir faire quelque chose et il ne l'a pas fait. Il n'y avait pas spécialement de velléité à reprendre la boîte. Donc la question ne s'est pas posée. Il regrette un petit peu maintenant, je pense. Mais vraiment avec lucidité, je ne pense pas qu'il avait les épaules pour endosser ce rôle. Oui. Vu qu'ils avaient fait un pacte moral entre eux, pourquoi Cédric il n'a pas voulu reprendre l'entreprise lui seul et racheter les parts de Charles? La question m'a été posée ce matin. Alors, c'est une hypothèse. Parce que je n'ai pas de données, pour le coup, scientifiques à vous apporter à ça. Mais j'ai passé quand même beaucoup de temps avec chacun des deux associés. Je pense que c'est plus d'ordre psychologique. C'est-à-dire que finalement, oui, reprendre les parts, mais ce manque de légitimité qu'il recherchait, enfin cette responsabilité qu'il recherchait à tout prix et finalement ce qu'il reprochait à Charles, quand on est tout seul, là il n'y a plus personne pour dire finalement c'est ta faute. Et je ne crois pas qu'il était capable d'endosser ce rôle. Je vous dis ça, il faut prendre ça avec parcimonie. J'ai pas vraiment, mais je pense que là, la situation pour lui est plus confortable. C'est-à-dire qu'il y a pas ça ne lui appartient plus. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, finalement, ils ont repris. Ils sont pas très bons quand même. Hein, ceux qui ont repris, ils gèrent pas comme je gérais avant. Et en même temps, si ça fonctionne, il est à la tête de l'entreprise. Je pense que cette situation était confortable pour lui par rapport à son profil et par rapport à. Et bon. Il aurait pu. Il aurait pu parce qu'il y avait la moitié des parts à racheter et avec les différents leviers financiers, je pense qu'il en avait la capacité. Mais je crois que c'était plus d'ordre psychologique, il me semble. Voilà. Est-ce que... Ouais. Les repreneurs se sont pas rapprochés parce que moi souvent c'est quand ils détectent justement l'homme clé, parce que là c'était un petit peu le gendre, hein, l'homme clé, ils lui ont pas proposé des parts ou ils ont pas essayé de le capter justement à travers ouais, s'ils sont en train de le faire, ouais. C'est classique ça. Là ils viennent de lui proposer 1%. Ouais. 12 mois après, oui. 12 mois après. Mais on les a interrogés aussi, les repreneurs, et il y avait quand même une forme d'intelligence sociale aussi dans leur approche de cette session. Je ne suis pas sûre qu'elle soit donnée forcément à tous les repreneurs, hein, ni personnes physiques ni sociétés. D'ailleurs, parmi les sociétés qui souhaitaient racheter, il y en avait une qui était le leader du secteur, qui proposait un prix qui était très très proche du prix qui a été proposé par l'entreprise qui a racheté. Mais en fait, ils n'avaient pas compris quelles étaient les intentions des cédants. Dans le projet qu'ils imaginaient pour l'entreprise par la suite, en fait, on voyait bien qu'à terme, il y allait avoir une dissolution de l'entreprise qui était rachetée. Et on pouvait le lire. Mais pourtant, sur le papier, tel que c'était présenté, ça pouvait faire envie. Et c'était l'offre qui était la plus attractive. En entretien et en négociation, ils se sont sentis agressés. Ouais. Merci. Pour rebondir effectivement sur ce que tu viens de dire, finalement, puisque tu as dit que c'était un facteur clé de succès, le fait que le repreneur était une personne morale. Ou alors j'ai compris comme ça, si tu ne l'as pas dit. C'est pas que le repreneur soit une personne morale. Oui. C'est la façon dont les repreneurs... Pardon.
Il va falloir s'arrêter, oui, c'est la dernière. C'est la façon dont les repreneurs et l'équipe dirigeante dans cette entreprise, la façon dont ils ont géré ce processus de rachat qui a été un facteur clé de succès. Et c'est aussi la dimension familiale dans cette grande entreprise, enfin dans cette entreprise de taille intermédiaire, qui a été conservée et qui a permis l'adéquation entre les différents projets, entre le projet de cession et le projet de reprise. Oui. Du coup, j'entends deux autres choses dans les exemples que vous avez cités. C'est le facteur psychologique qui est hyper important, et c'est évident. J'entends une notion de maturation, puisque dans les deux cas, il y a eu un coup d'essai qui a avorté. Et en fait, ça les a mis en face de peut-être d'autres enjeux qui n'étaient pas conscientisés. Et à ce moment-là, ils ont pu les dépasser, ils ont pu aller vers une deuxième solution. Ça, c'est assez intéressant. Oui. Oui, et la réalité. Et le deuxième, c'est des valeurs communes. Ce que vous disiez tout à l'heure, entre le cédant et la compatibilité entre le cédant et le repreneur, puisque vous insistez sur la dimension familiale, donc on est dans un contexte qui ressemble plus finalement au contexte de départ, et ils étaient plus à l'aise pour lâcher à une entreprise plus familiale que lâcher à une entreprise type grand groupe, où on peut avoir un petit côté déshumanisé, même sans vouloir forcément les stigmatiser, mais c'est la représentation qui véhicule de toute façon. Ok, ben, merci beaucoup.